Donc, on va pouvoir recommencer maintenant. J'espère que vous avez profité de la petite pause pour un petit café ou pour vous reposer ou répondre à des emails. Maintenant, on peut continuer avec la deuxième partie de la séance sur les statistiques d'aujourd'hui, où on va parler plutôt de chaque source d'énergie un par un pour voir comment est-ce qu'on va les traiter quand on parle des statistiques d'énergie. Sans perdre de temps, je commence directement avec les premières deux slides d'introduction. On va voir ici l'approvisionnement off, comme Julia l'a bien expliqué juste avant, de l'énergie par source dans les différentes régions au pays. On peut voir que dans l'OCDE, plus de 80%, ou plus ou moins 80% de l'approvisionnement est constitué de carburants ou de combustibles fossiles, donc du charbon, du pétrole ou du gaz naturel. Par contre, si on regarde ça au niveau de l'Afrique, on voit qu'il y a une différence très nette, et surtout en Afrique subsaharienne, on voit que leur part, elle est presque de 30%, et que l'offre ou la consommation aussi, parce qu'on a vu qu'elles doivent être pas très différentes, de la biomasse solide, et notamment l'utilisation traditionnelle de la biomasse dans les ménages, représente une partie très élevée de l'approvisionnement total en énergie en Afrique subsaharienne. Mais si on regarde ça aussi, cette figure au Bénin, ça peut être très intéressant, on voit qu'elle est un peu différente que la moyenne de la région, et on voit une consommation plus élevée de produits pétrolifères par rapport à les pays de la région. Et ça, c'est notamment la consommation de produits du pétrole comme l'essence et le diesel ou le gazole dans les transports routiers. Mais on voit quand même que la partie de la consommation de biocarburants, biocombustibles traditionnels dans les ménages reste quand même très important et est plus élevé que les 50%. Après ça, c'est une slide juste pour revoir un petit peu ça qu'on a vu avec Julia, mais aussi pour voir où on va trouver les sources d'informations pour les statistiques d'énergie par les différents combustibles ou sources d'énergie. On peut aller de deux côtés. Un côté, c'est l'approvisionnement, où on peut essayer de voir les informations ou de les collecter par rapport à les industries de l'énergie. Donc, par exemple, un producteur de pétrole ou de gaz naturel, ou un importateur de produits pétrolifères, ou une raffinerie, ou une entreprise qui produit de l'électricité. Donc, on peut faire des sondages directs, enquêter directement sur cette entreprise, aussi utiliser des données administratives déjà existantes. Par exemple, les rapports financiers annuels de certaines entreprises, notamment les producteurs d'électricité, ont beaucoup d'informations dans certains pays. Aussi, on peut aller voir du côté de la demande. À côté de la demande, c'est les consommateurs de l'énergie, où l'énergie est consommée. Donc, on peut faire des sondages, par exemple, sur les ménages, des sondages à les entreprises privées et lui demander combien ils ont consommé et quel type d'énergie. De toute façon, il faut toujours avoir une approche intégrée et utiliser soit des sondages qui existent déjà, par exemple en ajoutant une petite question sur le sondage si on a des données qu'on a besoin et qui ne sont pas encore collectées dans les pays, utiliser des mesures directes, des estimations et des modélisations. Donc, cette approche intégrée va permettre de résoudre différents problèmes sans avoir, comme on a vu avant, des coûts trop élevés si on doit que collecter toutes les données par sondage ou avoir un manque de données qui peut avoir aussi des coûts élevés. En disant ça, je pense qu'on peut revenir un peu à Menti et faire des petites questions sur les statistiques d'énergie par source. Donc, si vous allez sur menti.com, on peut maintenant utiliser le code 13 que vous voyez en haut de page, 47 67 4. Et la première question, c'est sur comment on va traiter les importations d'énergie dans les statistiques pour les combustibles fossiles, donc les gaz naturels, les produits pétrolifères, par exemple. Par exemple, au Bénin, quand on importe de l'essence ou du gasoil, comment est-ce qu'on va les rapporter dans les statistiques énergétiques? Comment est-ce qu'elles sont prises en compte? On a trois possibles options. La première nous dit que chaque fois qu'un produit entre dans un pays, même s'il est qu'un transit, doit être considéré comme une importation. La deuxième partie nous dit que les importations ne sont prises en compte que
pour les pays de destination finale du produit, donc où le produit est consommé. Et la troisième option, c'est les statistiques d'importation sont basées sur les contrats futurs de vente de combustible. Donc, on a ces trois options. Je vous laisse le temps de répondre et je me souviens que le code, c'est 13 47 67 4. On a déjà des réponses. Je laisse un peu le temps pour voir. Peut-être quelqu'un est encore en train de faire son café. Il ne fallait pas aller au bar hein, pour prendre le café. On n'avait que 10 minutes. C'est très bien. Là, 6 personnes qui ont déjà répondu. Donc ça, c'est très important. Et c'est aussi très important de noter que ces questions sont référées à les combustibles fossiles. Donc, on ne parle pas ici de l'électricité ou des autres types d'énergie. En effet, 7 personnes sur 8 qui ont répondu ont répondu correctement. On voit très bien. En effet, quand on parle des combustibles fossiles, on prend en compte une importation seulement si c'est produit et après consommé dans le pays. Donc, si le Bénin, il importe un peu d'essence, par exemple, mais après, cette essence est juste un transit pour aller être consommé au Togo dans un autre pays, ça ne doit être pas reporté dans les statistiques énergétiques du Bénin. Je pense qu'on peut aller à la prochaine question. De toute façon, on va voir tous ces sujets très en détail avec Nicolas dans la présentation. Et la prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on peut considérer comme des intrants possibles pour une raffinerie? Ça c'est une question un peu plus peut-être technique sur quoi on peut utiliser pour produire l'essence, le gasoil, le GPL et tous les autres produits pétrolifères dans une raffinerie. Une première option, c'est uniquement le pétrole brut. Après, on a une deuxième option qui dit, OK, on peut mettre du pétrole brut, mais aussi des liquides de gaz naturel, les LGN, pas les gaz naturel liquide, que c'est les GNL, ça c'est LGN. On va voir la différence après avec Nicolas. Troisième option, le pétrole brut, les liquides du gaz naturel, mais aussi des autres produits recyclés d'origine fossile et aussi biologique. On voit pour le moment, on a 4 réponses pour uniquement le pétrole brut, 3 réponses pour un peu tous les produits qu'on a mentionnés, pétrole brut, liquide du gaz naturel et autres produits recyclés. Là, on a un avantage sur la troisième option. En effet, c'est l'option correcte. Dans une raffinerie, on peut avoir du pétrole brut, mais aussi du liquide du gaz naturel, qui n'est pas du gaz naturel, c'est en effet des produits qui ont des qualités qui sont plus similaires à les produits pétrolifères et peuvent être raffinés pour la production de produits secondaires du pétrole. Je pense qu'on peut aller à la prochaine question et je laisse Nicolas vous répondre. Oui, mais merci beaucoup, John Nokia. En effet, donc là, cette question sur les intrants de raffinerie, on va le voir tout de suite après ces petites questions Menti, qu'on va se concentrer sur les spécificités des statistiques de chaque produit énergétique. Mais avant ça, on a une question un petit peu plus d'ordre général pour voir quelles sont vos connaissances sur justement le monde du pétrole et les grands acteurs, les acteurs majeurs du marché du pétrole dans le monde. Donc, selon vous, quel est l'ordre des principaux producteurs de pétrole dans le monde? Évidemment, ces données sont pour la période avant la crise du Covid-19 qui, bon, malheureusement, a rebattu certaines cartes, malheureusement ou heureusement, mais les cartes ont été rebattues. Et nous voyons déjà des premières réponses qui arrivent. Donc, les États-Unis, pour le moment, sont indiqués en tête du panel des 8 plus grands producteurs. Et nous allons voir de toute façon tout de suite après, dans
pie chart de quelle est l'exacte répartition. Mais il faut bien voir que, déjà en première étape, le temps d'avoir vos réponses, le monde du pétrole, le monde de la production de pétrole brut est un monde très asymétrique. Et les 10 plus grands producteurs tiennent une partie impressionnante de la production mondiale, ce qui explique les tensions monétaires et politiques qu'il y a également sur ces produits. Je vois des réponses qui commencent à arriver. Donc, l'Arabie saoudite qui repasse en tête, ça donne parfois l'impression de commenter une course de vélo ou quelque chose. Donc, les États-Unis sont de nouveau désignés comme étant en tête et prennent largement l'avance. Et oui, donc dans tous les cas, les plus gros producteurs en Afrique pour le pétrole brut, qui est important de connaître, sont bien évidemment le Nigeria, qui est un acteur majeur dans le monde, et également l'Angola, qui voit sa production augmenter ces dernières années. Nous avons eu cette réponse. Je pense que l'utilisation de cette question particulière est un petit peu plus difficile, donc nous allons pouvoir passer à la suite. Ah, nous avons encore des réponses qui arrivent. Donc oui, les États-Unis, l'Arabie saoudite au coude à coude, et ensuite viennent la Russie, l'Irak et le Canada. Très bien. Nous allons voir ce qu'il en est par la suite. Donc, une dernière question avant de commencer notre travail, enfin de commencer la présentation réellement sur les différents produits. Donc, les petites dernières questions sont qu'est-ce que pour vous, que sont les liquides de gaz naturel, les LGN en français? C'est une question qui revient souvent pour nous dans notre travail, quand nous travaillons avec des pays francophones en tout cas, car il y a plusieurs pays et plusieurs produits avec cet acronyme, des acronymes très proches, et c'est pour ça qu'il est important pour nous de voir ce qu'il en est pour vous. Donc le LGN, ce sont, tout comme le gaz naturel liquéfié, les LGN sont des gaz naturels sous une forme différente. Un déchet extrait du gaz naturel pour être purifié sans aucune valeur, ou un mélange de gaz différent du gaz naturel et plus proche des produits légers tels que le pétrole brut. Produits légers du pétrole brut. Donc, un mélange de gaz naturel, gaz différent du gaz naturel plus proche des produits légers, c'est la réponse qui semble attirer il semble y avoir une majorité qui se dessine pour cette troisième option. Une personne qui pense qu'il s'agit de gaz naturel sous une forme différente. Donc, voilà. Bon, manifestement, le mélange de gaz différents du gaz naturel est plus proche des produits légers du pétrole remporte la majorité des réponses. Et c'était bien entendu la bonne réponse ici. C'est donc d'un mélange de gaz différent du gaz naturel et plus proche des produits légers du pétrole brut. Ce sont des parts liquides qui peuvent être extraites au moment de champs gaziers et pétroliers et, suite au traitement, peuvent être utilisées. Il est temps maintenant de passer à nouveau sur la présentation. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans la partie Q&A, questions et answers. Nous y répondrons. Soit mes collègues y répondront directement, ou alors ils y répondront. Nous y répondront ensemble à Laura par la suite. Gianluca, tu peux me confirmer qu'on voit bien ma présentation? Ok, super. Nous sommes partis alors. Donc, pour cette présentation, je vais aller, comme nous sommes un petit peu en retard, je vais aller un petit peu rapidement sur certains points. Nous allons voir les 5 grandes catégories de produits énergétiques que nous avons dans notre méthodologie, telle que vous allez l'expliquer, Julia, avant. Nous allons d'abord voir les produits fossiles, les carburants fossiles, donc
le pétrole primaire et secondaire, le gaz naturel et les produits charbonneux, donc le charbon et ses produits secondaires. Et ensuite, nous ferons une étape sur les énergies renouvelables et l'électricité en dernier, qui est un élément à part dans nos bilans énergétiques. Pour chacune de ces 5 grandes catégories, nous verrons les chiffres clés, tout d'abord, pour bien voir quelle est l'importance sur le marché mondial et dans l'Afrique subsaharienne et enfin dans le Bénin. Ensuite, des concepts clés pour rapporter ces données et les voir. Et enfin, quelques points essentiels sur la communication des données quand cela correspond aux différents produits. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, les produits pétroliers primaires et secondaires. Donc, comme je vous disais durant le Menti, le monde du pétrole est un monde asymétrique sur la planète. Nous avons les 10 plus gros producteurs au monde qui approvisionnent 70% de la demande mondiale, avec l'acteur principal les États-Unis, là-dessus vous aviez raison, mais en acteur secondaire, c'est la Russie et non pas les Émirats arabes unis, qui est le concurrent principal sur le marché pour les États-Unis. Ensuite vient l'Arabie saoudite et les autres acteurs, Canada, Irak et Chine, plus bas. Donc, quand on parle du pétrole dans nos méthodologies, nous-mêmes, parfois par abus de langage, nous disons simplement pétrole. En réalité, on parle à la fois de pétrole brut, qui est extrait du sol, et de produits pétroliers raffinés, de produits secondaires. Donc, il y a plusieurs courbes à analyser quand on parle du pétrole. Il y a, comme je l'avais avant, la production de pétrole brut, mais aussi les pays qui raffinent la quantité entrante dans les raffineries par pays ou par région, qui est aussi un élément économique important dans le monde, et la demande finale en produits pétroliers, qui est elle-même un troisième élément important à étudier. Donc ici, vous avez en premier à gauche les entrées mondiales de raffinerie, dans lesquelles on voit que l'OCDE, depuis les années 70, garde une part majeure, mais avec une forte augmentation en Asie, notamment en Chine, qui devient une région de plus en plus importante en termes de raffinage. De l'autre côté, à droite, nous voyons la demande de produits pétroliers finaux, donc que ce soit de l'essence, du diesel, que ce soit des produits aériens. Et on voit que là, les pays membres de l'OCDE ont vu leur demande baisser depuis les années 2000, tandis que dans tous les autres pays hors OCDE, dans toutes les autres régions, on voit la demande qui augmente, qui continue d'augmenter, ce qui peut avoir des effets sur les émissions de gaz à effet de serre, dont nous parlerons plus tard. Si on se concentre maintenant principalement sur l'Afrique, on voit que cette augmentation de la demande dans le temps depuis les années 90 est due majoritairement à une augmentation de la demande dans les transports, ce qui correspond à l'augmentation de la population et de son niveau de vie dans l'ensemble du continent africain. Et bien évidemment, toutes ces personnes ont besoin de se déplacer, de se rendre au travail pour leurs activités variées. Beaucoup utilisent la voiture ou le bus pour se déplacer et cela engendre une consommation plus importante du pétrole sur le continent. À noter ici que les usages non énergétiques qui restent encore mineurs en Afrique représentent toujours une part importante dans les usages non énergétiques, principalement, si on peut donner deux exemples, il s'agit par exemple du bitume, qui est utilisé pour produire des routes, mais qui peut être utilisé comme un produit énergétique, et la pétrochimie pour la production de plastique ou de fertilisants. Donc, comme je vous disais, on parle de pétrole par abus de langage, mais en réalité, il y a de nombreux produits qui sont regroupés dedans. Donc, à gauche, nous avons les produits pétroliers primaires, donc bien évidemment le pétrole brut, les produits condensés et les liquides de gaz naturel, donc issus des champs pétroliers et gazeux. Et nous avons également les pétroles bruts synthétiques, qui peuvent être obtenus à partir de gaz naturel ou d'autres produits. C'est notamment une industrie qui est active sur le continent africain, en Afrique du Sud, où des produits pétroliers synthétiques sont créés. Et enfin, nous avons d'autres produits qui sont considérés comme rentrent dans les primaires, mais qui ont majoritairement un rôle dans l'activité de raffinage. Une fois que nous passons par la raffinerie, qui ici, donc, une simple petite boîte, mais c'est une industrie extrêmement compliquée,
nous obtenons une grande variété de produits qui sont classifiés selon des valeurs qui sont sensiblement les mêmes partout dans le monde. Quand on parle de nafte ou d'essence automobile, il s'agit à peu près du même produit pour tous, car il s'agit d'un produit marketé et vendu pour ses propriétés propres. Donc, on retrouve normalement ces noms partout. Cependant, comme toujours, nous recommandons de vous référer aux recommandations internationales des Nations Unies pour les statistiques énergétiques si vous voulez avoir des définitions vraiment précises et être sûr que ce que vous rapportent vos fournisseurs de données correspond bien à ce que vous entendez par kérosène ou autres produits. Donc, maintenant, vous vous souvenez peut-être de la présentation de Julia. Nous avions une table avec un graphique représentant l'approvisionnement et la demande dans les statistiques énergétiques. Nous allons revoir ce graphe en y appliquant le filtre vraiment pour les produits pétroliers. Vous allez voir que cela le modifie sensiblement. Il commence de la même manière avec la production domestique. Rappelez-vous que nous nous concentrons dans cette liste sur les productions à l'intérieur du territoire, à l'intérieur des frontières, même s'il s'agit d'une production offshore, mais à l'intérieur des frontières du pays. Nous avons donc la production domestique, donc directement du puits de forage, ou alors depuis d'autres sources, comme vous dit, s'il s'agit d'un pétrole synthétique. Donc, et encore un dernier point, je vous dis, les productions au sein du territoire et également de la production commercialisable. C'est le cas principal, c'est très important pour le gaz naturel que nous verrons plus tard, mais pour le pétrole, nous avons aussi parfois un besoin de retraiter légèrement le produit extrait du champ pétrolier avant qu'il ne soit utilisable. Et on s'intéresse principalement au pétrole commercialisable issu du champ pétrolier. Ensuite, nous retrouvons toujours les échanges internationaux, les importations, les exportations, le stockage et le déstockage. Là, c'est quelque chose qui est assez commun pour l'ensemble de nos produits énergétiques. Là où nous commençons à avoir des éléments quelque peu particuliers, c'est que nous pouvons avoir soit des usages directs des produits primaires, ce qui donnera une consommation à part dans les différents systèmes de rapportage des données énergétiques. Et autrement, nous pouvons avoir des retours de produits secondaires en raffinerie s'ils ont besoin de subir une nouvelle transformation, ou alors des transferts de produits raffinés destinés à être également réutilisés comme produits primaires pour les transformations en raffinerie. Donc, comme je vous disais, nous pensons dans nos graphiques la raffinerie comme une simple petite boîte, mais c'est en réalité un processus extrêmement compliqué sur lequel nous pouvons avoir différents flux qui se croisent à nouveau. Une dernière chose qui provoque ces croisements et ces difficultés est l'industrie pétrochimique que j'avais évoquée auparavant, qui utilise des produits secondaires pour produire une grande variété d'éléments. Et certains de ces éléments produits vont être ensuite réinjectés dans le circuit de production du pétrole. Si l'on voit l'autre partie justement de ce graphe, on s'intéresse plus à la partie demande. Donc, à la sortie de la raffinerie, une fois qu'on a utilisé les produits primaires pour avoir nos produits secondaires, nous avons donc des éléments qui vont être réutilisés directement au sein de l'industrie énergétique, dans ce cas-là de la raffinerie, donc les carburants de raffinerie, qui sont brûlés directement pour subvenir aux besoins en énergie de la raffinerie. Nous avons des productions brutes de raffinerie qui seront injectées dans le circuit de la demande en produits énergétiques, ainsi que les produits primaires dont je vous parlais précédemment, qui sont des demandes directes. C'est peut être le cas, par exemple, du pétrole brut qui, dans certains pays, est utilisé pour produire de l'électricité. Les différents transferts et échanges interproduits où l'on reclassifie un produit pour qu'il soit utilisé d'une autre manière, ou alors on le repasse par la raffinerie pour en changer ses caractéristiques. Et nous retrouvons ensuite les mêmes éléments que ce qu'on avait précédemment, donc des soutes internationales pour les transports internationaux aériens et maritimes, ainsi que des exportations et importations. Des stocks, encore une fois, c'est un élément très important dans le monde actuellement, le stock de produits pétroliers. C'est ce qui a d'ailleurs participé à la fondation historiquement de notre agence. Et en tout bout, une fois que nous avons eu les livraisons intérieures brutes de tous ces produits,
nous avons les consommations finales, que ce soit dans l'industrie énergétique, dans les différents secteurs, transport, industrie, résidentielle et quoi que ce soit, et les consommations finales énergétiques et non énergétiques dont je vous ai parlé précédemment. Un dernier élément qui n'est pas présent encore, je pense, beaucoup sur le continent africain, mais qu'il est bon parfois d'avoir en tête, il y a de plus en plus maintenant des recyclages de produits pétroliers pour être réutilisés au sein de la livraison intérieure brute des pays. C'est un élément à garder en tête, notamment pour tout ce qui est des politiques vertes dans les pays. Maintenant, si nous voyons d'une autre manière le bilan énergétique, et notamment le bilan des produits pétroliers dans l'Afrique subsaharienne, donc là il s'agit de nos données 2018, nous voyons d'abord dans la partie des produits primaires, de l'approvisionnement des produits primaires, que l'Afrique subsaharienne était une zone qui produit beaucoup de pétrole, qui a une production importante en produits primaires. Mais la majorité de cette production va à l'exportation. Les pays n'utilisent pas à l'intérieur de leur territoire cette production. Ils l'exportent tout de suite vers des pays équipés en raffinerie. Nous avons une très faible part qui rentre dans les raffineries nationales en Afrique subsaharienne. Ce qui explique que quand on regarde le bilan des produits raffinés ensuite, nous voyons que pour subvenir à la demande en transport principalement, mais dans les autres secteurs des pays de l'Afrique subsaharienne, les pays ont besoin, pour compléter et pour subvenir à cette demande, besoin d'importations importantes. Pour le dire autrement, les capacités de raffinage des pays producteurs en Afrique subsaharienne ne suffisent pas à subvenir aux besoins et à la demande des pays eux-mêmes. Ce qui rend, pour beaucoup de pays, l'impact des variations des prix internationaux et les différentes tensions qui peuvent avoir lieu au niveau politique d'autant plus importantes pour justement ces pays. Si l'on regarde maintenant le cas du Bénin, nous voyons que le Bénin n'est pas un pays producteur de pétrole brut, donc et qui n'est pas équipé, n'a pas d'industrie de raffinage dans le pays, et qui donc, pour subvenir à sa demande en produits raffinés, a recours principalement et exclusivement aux importations de pays pétroliers. À noter que les Béninois consomment quasiment 0,2 tonnes d'équivalent pétrole chaque année dans les transports, ce qui les place en 9e position des consommateurs dans ce secteur en Afrique. Ce n'est pas une demande négligeable en termes de par habitant dans le pays. Pour redire à nouveau ce circuit justement de transformation du pétrole d'une autre manière, pour essayer d'éclaircir un peu les choses, nous voyons que les produits pétroliers primaires et possiblement secondaires qui vont entrer dans la raffinerie donnent des produits pétroliers secondaires destinés à la consommation finale. Au cours de ce processus, au cours de cette transformation, il va y avoir des pertes. On a marqué ici des pertes peuvent avoir lieu. En réalité, nous allons dire il va y avoir des pertes. Le processus tel qu'il est conçu connaît des pertes durant le raffinage, principalement du fait d'évaporation des produits. Si l'on regarde la valeur de ces pertes, si jamais les intrants étaient supérieurs à la production finale de raffinerie, on parle donc de pertes en raffinerie. Et si les intrants étaient inférieurs à la production finale, on parle de gains en raffinerie. Pour calculer donc le rendement de la transformation d'une raffinerie, pour essayer d'étudier un peu son processus, nous calculons le rendement en divisant la production totale finale par les intrants. Et nous obtenons aussi une valeur en pourcentage. Donc, si nous avons un rendement inférieur à 100%, nous avons des pertes. Un rendement supérieur, nous avons des gains. Spontanément, nous pourrions penser qu'il ne pourrait y avoir que des pertes, mais en réalité, quand on regarde dans quelles unités on travaille, si on travaille en unité de masse ou énergétique, en effet, on ne s'attend qu'à avoir des pertes. Il est impossible d'avoir des gains de masse au cours de ces transformations et encore moins des gains d'énergie. Ou autrement, vous avez résolu la crise énergétique mondiale et il faudrait mieux demander à Nobel.
Les unités de volume, en revanche, si vous travaillez en litres d'entrée et de sortie dans votre raffinerie, les gains là peuvent être attendus parce que les produits issus de cette transformation seront plus légers et auront un volume plus important. C'est un point important et je vais le marteler pendant beaucoup de moments de l'implantation. Il est important de garder en tête dans quelles unités vous êtes en train de travailler avec vos statistiques. C'est un point vraiment essentiel. Enfin, pour finir sur la partie pétrole, avant de passer à une autre partie, lorsque vous collectez vos données sur les consommations finales de pétrole, il peut être intéressant de regarder dans quel secteur, quel produit est consommé, car il est attendu, suivant les propriétés physiques établies par les raffineries de tel et tel produit vendu, on s'attend à certains usages. Certains produits ne sont pas destinés à être utilisés d'une telle ou telle manière. Pour le voir plus clairement, nous pouvons avoir par exemple dans les centrales électriques des produits consommés. On s'attend à avoir, comme vous le disiez, possiblement du pétrole brut, du mazout, du fuel ou du diesel. Ce sont les principaux carburants qu'on s'attend à avoir. On ne s'attend pas à avoir du pétrole brut consommé, par exemple, dans le transport routier. Dans le transport routier, on pense plus voir des consommations d'essence, de diesel ou de GPL. Donc, comme je vous disais, gardez en tête les différentes définitions que l'on a sur les produits et regardez si l'histoire, si le scénario raconté par votre jeu de données fait sens. Est-ce que la consommation que vous avez, que je vous ai rapportée fonctionne avec ce qui est attendu des propriétés physiques de tel et tel produit? Nous allons passer maintenant au gaz naturel, à moins qu'il y ait une question importante à répondre maintenant dans le Q&A. John, non, on peut y aller. Donc, nous continuons. Passons maintenant donc, à un deuxième acteur majeur des carburants fossiles, le gaz naturel. Donc, le gaz naturel, en 2019, les plus gros producteurs étaient également les États-Unis, qui sont devenus les acteurs majeurs de la production de carburants fossiles, et la Russie, encore une fois, qui à eux deux, ils représentent 42% de la production mondiale, donc ils tiennent vraiment les rênes sur ce marché, et notamment la Russie pour l'Europe, car ils approvisionnent une très grande partie du gaz naturel consommé en Europe. La demande mondiale de gaz a triplé, atteignant 23% de la demande en énergie primaire mondiale en 2018. Et en fait, on voit, quand on regarde les courbes, un remplacement, en quelque sorte, de la demande en charbon, principalement, par le gaz naturel, qui devient un élément de plus en plus demandé, notamment pour la production d'électricité, qui représentait 40% de la demande en gaz en 2018. La Chine et l'Allemagne sont de très très grands importateurs de gaz naturel. La Chine sous la forme de gaz naturel liquéfié, grâce à ses nombreux terminaux sur la côte qui lui permettent de récupérer les échanges, et l'Allemagne par les pipelines arrivant de plus à l'est sur le continent européen. Comme je vous disais, on a un remplacement en quelque sorte du charbon par le gaz naturel dans le monde pour la production d'électricité, car il s'agit d'un carburant fossile avec un taux plus bas de CO2 émis par unité d'énergie brûlée. C'est environ 60% du charbon. Ce qui explique l'intérêt pour beaucoup de pays, dans le cadre de leur travail sur la transition énergétique, de garder un carburant qui est facile d'utilisation pour la génération d'électricité, tout en réduisant leurs émissions de CO2 dans les pays. Il est important de voir que le gaz naturel, comme vous voyez, est aussi un produit qui est asymétrique dans le monde. Nous avons des très grands producteurs et une demande qui est importante mondialement. Et donc, les transports sont essentiels à étudier pour ce produit, tout en gardant en tête que, historiquement, les transports par pipeline diminuent, sont en train de décroître, avec maintenant un essor, un accroissement des transports sous forme liquéfiée, donc par supertanker, du gaz naturel compressé sous forme liquide. Donc, la demande mondiale, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, a fortement augmenté depuis les années 90. Et si l'on regarde dans les différentes zones du monde, on voit que cette demande reste tout de même la plus importante dans les pays
non OCDE et OCDE, mais n'est pas encore si forte que cela dans le continent africain. Ce n'est pas l'élément le plus important. L'Afrique ne représentait que 4% de la demande mondiale en 2018. Cependant, elle a tout de même quadruplé sur cette même période, donc la demande reste faible par rapport au reste du monde, mais elle est là et elle augmente. Et de plus en plus de pays, notamment autour du Bénin, ont de plus en plus de demandes pour leur production d'électricité grâce au gaz naturel. Si on regarde justement où est consommé le gaz naturel par secteur dans le monde, donc dans l'OCDE, on voit que la répartition est assez globale dans tous les secteurs. On va en avoir dans le secteur résidentiel pour le chauffage des habitations, dans les industries, dans la génération d'électricité et pour la consommation propre du secteur de l'énergie. Cette répartition est aussi présente dans les pays non OCDE de manière générale. Mais si l'on regarde en Afrique, nous voyons déjà que la demande dans les secteurs résidentiels est beaucoup plus faible, ainsi que dans l'industrie, et dans les transports quasi inexistante. Et dans l'Afrique subsaharienne, nous voyons tout de suite que le secteur résidentiel n'est plus présent. Il n'y a plus de demande pour le chauffage d'habitations en gaz naturel dans cette région du monde. Et enfin, si l'on regarde le Bénin, nous voyons que la demande est exclusivement pour la génération de gaz naturel dans le pays. On retourne maintenant pour voir plus en détail comment nous rapportons nos produits à la chaîne d'approvisionnement et de consommation. Donc à nouveau, ce même schéma que vous avez vu avec Julia avec l'approvisionnement et la demande, où encore une fois, nous allons le voir d'une manière un peu différente à travers la lentille du gaz naturel. Donc nous commençons encore une fois, comme toujours, avec la production du gaz naturel. Je vous le rappelle, les produits commercialisables et issus des productions domestiques au sein du territoire. Quand on parle d'arrivée des autres sources pour le gaz naturel, cela peut être par exemple le gaz naturel non pas issu des champs gaziers, mais qui sont des gaz naturels qui sont mêlés à des champs pétroliers, s'il peut arriver, ou alors des gaz issus des mines de charbon, qui peuvent aussi être rapportés ici. Nous allons ensuite avoir les différents transports possibles, donc les transports par pipeline ou sous forme de liquéfaction, et les systèmes de l'injection directement du gaz naturel dans les systèmes de distribution, et encore, une dernière fois, dans le stockage. Stockage qui peut être très important dans certains pays qui ont des sous-sols convenant au stockage massif de gaz naturel. Ensuite, nous avons les demandes en gaz, donc ce sera soit dans la centrale électrique pour justement la génération d'électricité ou dans les secteurs finaux, résidentiels, commerciaux, industrie, etc. Et maintenant, nous voyons que toutes ces choses sont connectées car même si le gaz naturel peut paraître un élément assez simple au départ, nous voyons que la multiplication des formats qu'il peut prendre, à savoir en restant gazeux par les pipelines ou en passant en format liquéfié, entraîne une complexité sur le suivi de ces produits. Et il est important de garder en tête qu'il faut bien suivre en détail chacun de ces éléments pour être sûr de ne pas soit oublier une partie du gaz qui aurait été liquéfié et transporté à une autre zone, ou alors de compter deux fois un gaz naturel qui a été transporté par pipeline et le compter également dans les produits sous forme de GNL. Nous revenons maintenant sur l'aspect la production, sur le premier élément du naturel. Donc, comme je vous le disais, on se concentre sur la production commercialisable et on dit commercialisable sèche, donc dry marketable en anglais. Donc, après une purification et une extraction des liquides de gaz naturel et des sulfures principalement du champ de gaz pour avoir vraiment le produit tel qu'il peut être directement utilisé par les consommateurs. Dans cette production, on exclut en général les quantités ventilées, torchées ou réinjectées sur le champ de production, ainsi que les pertes du champ de production. Je précise bien car on va documenter les pertes en distribution et en transport
par la suite une fois que le produit commercialisé est injecté dans le réseau, mais on ne rapporte pas ici les pertes. Ces éléments peuvent et doivent être rapportés à d'autres organismes, notamment pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des quantités très importantes qui ont un impact sur le réchauffement climatique et qui doivent être rapportées là, mais qui ne rentrent pas dans les statistiques de l'énergie dans notre méthodologie. Donc, nous avons cette première extraction du champ pétrolier ou du champ gazé ou au sein d'une mine de charbon, donc une production brute. Cette production une partie de cette production va être torchée pour gérer justement la pression au sein du puits de production ou réinjectée pour maintenir la pression dans le champ gazier et permettre un afflux constant du gaz. Et nous avons ensuite ce traitement de cette production brute de laquelle nous allons extraire les liquides de gaz naturel, les sulfures, les impuretés, donc les liquides de gaz naturel qui seront retrouvés ensuite dans les autres rapports rapportés d'une autre manière que nous avons parlé tout à l'heure. Sulfures et impuretés qui sont rejetés par l'industrie. Et à la fin de ce traitement, nous avons donc la production commercialisable qui, elle, la production rapportée dans nos statistiques et que nous allons suivre par la suite. Encore une fois, et je le rappellerai plusieurs fois encore, les unités sont importantes et d'autant plus pour le gaz naturel car il s'agit d'un gaz. Et justement, un gaz peut rapporter dans une unité de volume aura son volume qui aura une variation, qui va être une variation suivant les conditions de mesure, notamment la pression exercée sur lui et les conditions de température. Nous ne prenons pas là, mais nous utilisons des conditions précises normales de rapport dans nos données et nous vous recommandons de faire la même, de bien préciser sur vos rapports, si vous avez parlé d'un volume gaz naturel, dans quelles conditions cette mesure a été faite. Une autre unité dans laquelle peut être rapporté le gaz naturel sont les unités énergétiques. Mais pour cela, vous aurez besoin d'avoir le pouvoir calorifique du gaz précis. Comme vous le disiez aussi, une des difficultés avec le gaz naturel est son double état physique possible. Nous pouvons avoir soit une forme liquéfiée ou une forme gazeuse dans des pipelines pour son transport. On compatibilise les deux pour rapporter les échanges internationaux en se concentrant que sur les quantités qui franchissent les frontières physiques d'un pays. On se concentre sur l'origine et la destination finale du gaz vraiment fourni et on exclut les transits et les réexportations. Par exemple, si vous avez un pipeline qui va jusqu'au Sénégal, enfin qui part du Nigeria et qui va jusqu'au Sénégal en passant par le Bénin, normalement, cette quantité qui a été vendue par le Nigeria au Sénégal ne sera pas rapportée par le Bénin. Le Bénin ne rapportera que la quantité qu'il récupère sur ce pipeline depuis le Nigeria. Et donc, sur nos rapports, on se concentre sur l'origine-destination finale du gaz. Le Nigeria rapportera une exportation au Sénégal et une exportation au Bénin. Et le Bénin ne rapportera qu'une importation depuis le Nigeria. C'est plus simple de suivre ce type de transport avec justement le LGN qui, lui, suit des transits plus habituels par tankers, qui rend l'échange plus simple. Si on regarde maintenant les autres transformations que peut subir ce gaz naturel, nous avons les centrales, le mélange de gaz qui va être utilisé dans une centrale électrique ou thermique pour produire électricité, chaleur ou les deux. Mais ce gaz naturel peut également être utilisé en mélangeant avec des produits secondaires du charbon dans d'autres transformations sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder ici. On va y revenir dans quelques instants. Et enfin, un dernier point, comme je vous disais, le gaz naturel peut être utilisé dans des centrales de liquéfaction spécifiques. Ce ne sont pas des liquéfations pour GNL, mais des liquéfations pour produire des produits pétroliers synthétiques. Voilà, c'était les points essentiels pour le gaz naturel. Je vais accélérer car je vois que nous sommes déjà en retard sur le charbon. Comme ce n'est pas un produit qui est spécifiquement important en Afrique,
Mais n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Si vous avez des éléments spécifiques sur le charbon, je vais passer assez rapidement dessus. Donc, un aperçu du charbon dans le monde qui, comme je vous disais, a été et est toujours un acteur majeur, mais avec une décroissance sur son importance par rapport au gaz naturel. Donc, la Chine en est le premier producteur, suivi de près par l'Inde. Ces deux pays l'utilisent énormément pour produire leur électricité et subvenir aux besoins de leur industrie. Et le charbon reste intéressant pour beaucoup de pays car il est très abondant, peu cher et a peu de barrières technologiques. Il est très simple d'obtenir des engins qui permettent de l'utiliser pour l'industrie ou pour la production d'électricité. Son plus gros problème reste cependant qu'il s'agit d'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone, par unité d'énergie brûlée dans le monde. Et son utilisation provoque également des problèmes de pollution de l'air non négligeables pour la santé de la population. Il reste des potentiels de développement cependant pour ce produit, notamment sur tout ce qu'on appelle la technologie de charbon propre, clean coal, qui travaille justement sur la réduction des émissions de gaz, que ce soit effet de serre ou de pollution, depuis les usines, dans l'action de brûler le charbon. Donc, quand on parle de charbon, comme pour le pétrole, on regroupe en réalité une très très grande variété de produits, et des charbons primaires et des produits secondaires également. Dans le charbon primaire, on regroupe donc des charbons, ce qu'on appelle charbon à coque, de l'anthracite, des charbons bitumineux ou sous-bitumineux, de la lignite. En général, quand on parle de charbon primaire, on parle d'une roche, principalement noire ou marron foncé, avec une très grande part de matière carbonée dedans, ce qui en fait un très bon combustible. On peut classifier ces charbons sous deux autres catégories. En anglais, on parle de hard coal et brown coal, donc charbon dur et charbon marron. Je n'ai pas trouvé de traduction française pour ces deux termes. Et on peut également les classifier suivant leur usage. Le charbon à coque est utilisé dans l'industrie de la métallurgie, donc un charbon métallurgique. L'anthracite, les charbons bitumineux sont utilisés pour la génération d'électricité ou pour alimenter des industries, donc du charbon vapeur. Et la lignite, elle, reste à part du fait de son faible pouvoir calorifique. Il est important aussi de vérifier, notamment pour le charbon, le pouvoir calorifique qui aide à classifier les différents produits, mais qui peut lui-même varier suivant le flux sur lequel vous êtes en train de travailler pour justement, car une même production de lignite qui aura un pouvoir calorifique un peu plus important sera utilisé d'une autre manière que la partie qui sera, par exemple, exportée à un pays étranger ou vendue dans le secteur résidentiel, comme les besoins ne seront pas les mêmes. Donc, encore une fois, l'importance de faire des moyennes pondérées de vos différents rapports de données sur le charbon. Donc, comme je vous disais, nous avons des charbons primaires que nous venons de voir, et ensuite nous avons des différents produits dérivés, produits secondaires, qui comprennent des produits solides et gazeux issus du traitement et de l'utilisation de ces produits charbonnés. Nous avons des dérivés solides et des dérivés gazeux. Un petit rappel sur le calcul d'un pouvoir calorifique inférieur moyen pondéré dans un pays. Donc là, c'est juste un calcul où vous avez une quantité consommée dans un charbon bitumineux, de charbon bitumineux dans différents pays, issus de l'importation depuis différents pays, avec leur pouvoir calorifique inférieur spécifique. On cherche à faire la moyenne pondérée de toutes ces importations dans le pays pour avoir des calculs plus simples et établir le bilan énergétique de ce pays. Nous allons donc devoir faire un calcul en multipliant les quantités importées, donc consommées de ces charbons, par leur pouvoir calorifique inférieur spécifique. Donc, faisons la somme de ces différents produits et faisons la division par les quantités totales importées. Et nous obtenons ainsi un pouvoir calorifique moyen pondéré qui prend en compte l'importance de l'importation du pays B par rapport aux autres pays dans le mix global. Encore une fois, je vous dis, étudier les pouvoirs calorifiques est important dans tous les produits énergétiques, d'autant plus dans le charbon, car
il y a des fenêtres, des fourchettes attendues de pouvoir calorifique pour ces différents produits. Comme vous le voyez, certains produits ont des pouvoirs calorifiques très forts, comme par exemple le charbon de coke, le coking coal, pour lequel on peut avoir jusqu'à 33 000 mégajoules par tonne, alors que la lignite, elle, peut avoir des pouvoirs calorifiques très faibles, allant jusqu'à seulement 5 000 mégajoules par tonne. Et à tout à droite, vous voyez qu'on peut faire une estimation donc, du pouvoir calorifique inférieur si vous n'avez que le pouvoir calorifique supérieur et vice-versa, GCV et NCV, avec une différence entre ces deux pouvoirs calorifiques d'environ 5% en moyenne, avec des spécificités pour le code de four à coque et les produits gazeux. Encore une fois, et toujours cette division entre le secteur de l'approvisionnement et la demande, qui là est plus simple et correspond plus à ce que vous avez vu avec Julia précédemment, donc une production locale avec des échanges et du stockage, pour ensuite avoir des consommations, soit dans les transformations pour les centrales thermiques, des usages propres du secteur de l'énergie et les consommations finales totales dans l'industrie, les transports, etc. Il est important aussi de voir que les pertes peuvent avoir lieu également pour le charbon, ne serait-ce que par les pertes dans les camions de transport qui peuvent perdre une masse non négligeable sur les routes. Je vais aller vite sur les types de transformation car je ne pense pas qu'ils aient lieu dans les pays que nous avons le plaisir d'avoir ici aujourd'hui. Retenez simplement que certaines industries, notamment les industries sidérurgiques, fait passer le charbon par différents états. Nous avons d'abord le charbon à coque qui sera mis dans un four spécifique pour obtenir des coques de coquerie ainsi que des produits secondaires tels que les gaz de coquerie et des goudrons de houille. Ces coques de coquerie passent ensuite dans le haut fourneau, qui est l'unité pour la production d'acier et de différents métaux. Et en produit parallèle à cette production d'acier, nous avons des produits secondaires qui sont utilisés pour la consommation propre de ces hauts fourneaux, tels que des gaz. Et un dernier élément qui lui aussi a lieu en Afrique du Sud, nous avons donc ces coques de coquerie qui peuvent être utilisées dans des centrales, encore une fois, pour la production de produits pétroliers synthétiques. Voilà, je suis allé assez vite sur le charbon. J'espère que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous allons maintenant passer aux énergies renouvelables. Et avant de commencer, un petit menti si nous avons le temps, Gianluca. Alors, laissez-moi changer d'écran. Voici. Donc, le code est le même pour cette nouvelle question. Donc, je vous demande de classer les sources d'énergie renouvelable de celle la plus consommée à la moins consommée dans le monde. Donc, vous avez en choix l'hydroélectricité, l'énergie. Okay. Nous avons au choix l'hydroélectricité, les énergies éoliennes, solaires, photovoltaïques et thermiques, ainsi que la géothermie, que nous regroupons ensemble dans nos données. Vous pouvez avoir les biocarburants solides primaires et le charbon de bois ensemble, et enfin les biocarburants liquides et gazeux. Donc pour le moment, nous avons une personne qui a répondu à cette question. Je vous laisse voir. Selon vous, est-ce que l'hydroélectricité représente une part plus importante ou les biocarburants? Et nous parlons ici à l'échelle mondiale. Là, les biocarburants viennent de reprendre le devant. Donc, très bien. 8 réponses. Nous voyons que l'hydroélectricité est en tête avec les biocarburants qui restent proches. Et ensuite, l'éolien et les biocarburants liquides. Très bien, très bien. Donc,
Personne. Alors, c'est vrai qu'il serait intéressant de voir justement la comparaison entre, pour votre vision sur le monde et sur le continent africain. Si on passe ensuite à la deuxième question sur l'énergie et les énergies renouvelables, avant de retourner à la présentation. Donc, quelle est la source renouvelable pour vous qui a connu la croissance la plus rapide entre 1990 et aujourd'hui? L'ensemble des énergies renouvelables ont augmenté depuis cette période, mais qui est pour vous celle qui a connu la croissance la plus rapide? Donc, oula, 6 réponses tout de suite sur le solaire photovoltaïque. Il semble que pour beaucoup, il s'agisse du numéro 1 des énergies renouvelables qui ont la cote en ce moment. Et l'éolien a aussi 16 réponses, je pense qu'on peut montrer. Alors, en effet, il s'agissait bien du solaire photovoltaïque qui a connu dans ces dernières années une croissance fulgurante, notamment grâce à des nouvelles percées technologiques qui rendent les panneaux plus bon marché et avec une durée de vie plus longue. L'éolien, cependant, a aussi connu une croissance non négligeable ces dernières années, mais le numéro 1 reste le solaire photovoltaïque. Enfin, une dernière petite question avant de retourner à la présentation. Là, c'est plus pour voir votre connaissance sur le charbon de bois. Donc, dans les statistiques énergétiques, dans notre méthodologie, quelles peuvent être les utilisations du bois autres que la production de charbon de bois? Nous avons soit de matériaux de fabrication pour les meubles et les outils, ou comme combustible pour la cuisine et le chauffage des locaux. Très bien. Donc, oui, en effet, c'est ici de souligner juste un élément important pour les rapports, rapporter les énergies renouvelables dans nos données, dans nos énergétiques. On se focalise principalement sur les produits qui sont destinés en premier lieu à la consommation en matière énergétique. Si vous avez du bois qui est destiné d'office à être consommé comme matériel de fabrication, on ne le rapporte pas dans les statistiques énergétiques. Et en général, les gens récoltent du bois en premier lieu avec une idée, il s'agit d'un bois de chauffe, un bois pour la cuisson ou un bois pour la construction d'une palissade, d'un mur ou d'un meuble. Il s'agit de bien faire la distinction entre ces deux éléments dans vos calculs sur les statistiques du bois. Laissez-moi revenir à la présentation et nous allons avancer maintenant. Maintenant que nous avons quitté les énergies fossiles, nous allons vers les énergies renouvelables. Et donc, les énergies renouvelables dans le monde en 2018 voici une répartition des apports en énergie primaire que nous avions dans le monde justement en 2018. Donc, nous avions, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le pétrole, le charbon et le gaz naturel qui occupaient toujours une part importante de la demande en énergie dans le monde, mais l'énergie renouvelable avait une part non négligeable, avec notamment une grande part de la biofuel and waste, donc de la biomasse et des biocarburants, ainsi que de l'hydroénergie et des énergies solaires. Si l'on compare maintenant ces différentes productions d'énergie renouvelable dans le monde, on voit que l'hydroélectricité représente 18%, 19% à peu près de la production d'énergie renouvelable, tandis que la biomasse, les biocarburants représentent, eux, les 2/3 de cette production. C'est vraiment des énergies renouvelables les plus importantes consommées sur la planète, notamment la biomasse solide et le charbon de bois. Cette production d'électricité mondiale, tu regardes la production d'électricité mondiale maintenant, non pas la demande en énergie, mais la production d'électricité. Là, on voit que
on a un changement de paradigme, évidemment, puisque l'énergie renouvelable, là, occupe une place beaucoup plus importante en 2018, un quart de la production d'électricité dans le monde, et avec une part plus importante pour l'hydroélectricité cette fois-ci, qui semble être l'acteur majoritaire dans le monde du renouvelable pour la génération d'électricité, avec la biomasse, cette fois, représente une part plus faible, et les énergies solaires et éoliennes, qui, elles, sont en croissance, mais sont toujours moins représentatives que l'hydroélectricité. Quand on regarde la croissance annuelle pour chacune de ces technologies depuis les années 90, on voit que, comme nous l'avons vu dans la question précédente, que le solaire photovoltaïque a connu une croissance extrêmement importante, plus de 36,5% par an de croissance dans sa part dans les production d'électricité, ce qui est vraiment important et ce qui montre l'importance de cette énergie dans les années futures. Et en deuxième place, nous voyons l'éolien, comme je vous disais, qui a également connu des croissances très importantes et qui se développe fortement dans plusieurs pays ayant des ressources éoliennes assez imposantes. Quand on regarde maintenant à nouveau les consommations finales par produit des biocarburants, donc là on resserre notre vision sur vraiment le biocarburant, donc ça regroupe la biomasse, le bois solide et le charbon de bois. Nous voyons que si on regarde cette consommation en comparant dans les différents produits énergétiques et dans la catégorie dont nous parlions, qu'au sein de l'OCDE, les biocarburants sont peu consommés, 6% environ. Dans les pays non OCDE, la part est déjà plus importante. En Afrique, elle l'est d'autant plus. La biomasse, les biocarburants en 2010 représentaient encore 50% de la consommation d'énergie sur le continent. En Afrique subsaharienne, cette part augmente encore plus, quasiment les 3/4 de la consommation d'énergie dans cette partie du continent étaient des biocarburants. Donc, d'où l'importance de l'étude de ces données énergétiques, d'autant plus que la consommation des biomasses traditionnelles a des impacts sur la population, sur sa santé, sur la vie sociale et sur l'environnement si cette biomasse traditionnelle n'est pas produite justement de manière renouvelable. Enfin, si l'on regarde le Bénin, nous voyons que la part est plus faible que pour le reste de l'Afrique subsaharienne, avec environ 44% de sa demande en énergie qui est des biocarburants, avec dans ces 44%, environ 20% qui est 20% de cette quantité qui est représentée par le charbon de bois. Donc, quand l'on parle, encore une fois, d'énergie, des renouvelables dans notre méthodologie, on regroupe en réalité de nombreux produits différents. Nous avons donc des renouvelables et déchets, renewable and waste, qui ont à la fois des éléments non combustibles pour la production d'électricité seule. Donc là, on parle des énergies de l'hydraulique, des énergies éoliennes, du solaire photovoltaïque, bien photovoltaïque, et de la marée motrice. Donc, où le premier point de mesure pour les statistiques énergétiques sera la génération d'électricité à la sortie de l'unité, de l'engin, de la machine. Ensuite, nous avons les produits renouvelables non combustibles, mais destinés à la production primaire de chaleur et de manière secondaire d'électricité. Donc là, on parle de la géothermie et du solaire thermique, qui, eux, produisent en premier lieu de la chaleur à partir de laquelle nous produirons ensuite de l'électricité. Donc là, le premier point de mesure sera la chaleur. Et ensuite, on appliquera une efficacité, on étudiera l'efficacité de la transformation de l'électricité. Et ensuite, nous avons les produits combustibles avec gestion de stock pour justement pour les différentes utilisations. Nous avons donc l'utilisation des déchets, par exemple, ou des biocarburants solides tels que le bois, et des non-combustibles pour la chaleur seule, qui est une pompe à chaleur. Là, on parle d'un élément très à part qui n'est pas présent, je pense, dans beaucoup de bâtiments en Afrique. Donc, quand on parle de biocarburants solides, à quoi fait-on référence? On pense principalement au bois, bien évidemment, mais cela comprend une grande variété de matériaux organiques non fossiles d'origine biologique. Donc, on peut avoir des produits primaires et secondaires, encore une fois. Donc, comme je vous le disais, on peut penser tout d'abord au bois, donc les produits forestiers, les bois de chauffe, les copeaux de bois, la sciure. Mais on a également la liqueur noire,
le bagasse, les balles de riz, des déchets et matériaux animaux qui rentrent également dans les biocarburants solides. Donc, toute une myriade de produits qui sont utilisés à des fins énergétiques dans de nombreuses parties du monde. Et enfin, bien évidemment, le charbon de bois qui est un produit dérivé du bois, qui rentre aussi dans ces biocarburants solides. Pour refaire un focus sur le charbon de bois, justement, l'un des points importants de la production de charbon de bois est le passage dans une charbonnière, dans un four à charbon de bois, sur lequel nous devons faire il est important d'essayer d'étudier l'efficacité de ces transformations, car il arrive souvent qu'on ait estimé soit l'intrant de bois dans la charbonnière, car on manque de données et ce ne sont pas des unités, comme vous voyez sur ces photos, qui peuvent permettre une mesure précise, directe de ces données. Donc, nous avons un intrant et un sortant de cette charbonnière pour avoir le charbon de bois. Et il est important d'étudier en se focalisant sur les données en énergie, donc en se concentrant, en utilisant des pouvoirs calorifiques, soit de référence ou soit en faisant des mesures sur les bois et les produits en circulation dans le pays, pour avoir justement une étude sur le rendement vraiment précise. Pour le moment, un rendement en masse, on parle en unité de masse pour les charbonnières, on varie entre 10 et 40% de rendement, tandis que quand on regarde en énergie, si on compare dans le monde entier, on va avoir des valeurs qui vont de 20 à 70%. Donc, il est très important d'étudier localement quelles sont les techniques et les bois utilisés pour avoir justement des mesures de rendement précises et connaître mieux la quantité d'énergie consommée dans le pays. C'était tout pour le moment sur les énergies renouvelables. Nous ferons d'autres focus plus tard dans le cours de la formation sur justement certains de ces produits. Et nous allons voir maintenant l'électricité. Et mon Dieu, je suis terriblement en retard. Je pense que je vais sauter ce menti dans le cas pour aller directement à l'électricité. Donc, dernier produit que nous regroupons dans nos statistiques, qui est la production d'électricité. Cette croissance, bien évidemment, dans le monde a augmenté durant les dernières années du fait de l'augmentation des niveaux de vie et des changements aussi dans la demande d'énergie dans les différents pays. Donc, nous avons une production d'électricité en CE qui a été multipliée par 3 depuis les années 90, qui est énorme quand on regarde les valeurs dans lesquelles on était avant, quand celle des pays membres de CDE est restée relativement à une croissance plus basse, de l'ordre de 50% depuis les années 90. La production mondiale en 2018 était de plus de 26 000 TWh, donc ce qui équivaut à 4,5 millions d'éoliennes, pour vous rendre compte de l'importance de cette demande dans le monde, ou encore 10 000 réacteurs nucléaires en fonctionnement. Ce qui explique l'importance des nouvelles technologies découvertes dès qu'on a une nouvelle technologie pour produire de l'électricité plus efficacement. L'Afrique subsaharienne, dans cette même période de 90 à 2018, a cru 3 fois plus vite que le reste du continent africain, ce qui montre bien le développement rapide du niveau de vie et l'accroissement de la population et de sa demande dans tous ces pays. Si l'on regarde maintenant la génération d'électricité du Bénin au sein de la même manière, on voit la courbe est un petit peu plus variée du fait des soucis de génération dans les dernières années, mais l'on voit que cette croissance est extrêmement forte aussi dans le Bénin. La demande a été de plus en plus élevée et va vraiment de manière de plus en plus grande. Quand on regarde aussi l'importance de la demande du secteur résidentiel, qui est un secteur très, évidemment, pour toute la population, pour s'éclairer, se chauffer, se nourrir si on utilise des fours électriques, et pour les différents loisirs de la population maintenant, on voit que l'accès à un meilleur niveau de vie pour les habitants accentue la consommation par habitant et l'accès à l'électricité. Et à son tour, l'électricité améliore le niveau de vie. Les deux sont justement des facteurs qui sont liés entre eux. Nous avons donc, si vous regardez sur ce schéma, le Bénin qui a un accès à la population
légèrement supérieur à 30% en 2000, qui avait assez la population d'électricité à la population légèrement supérieure à 30% en 2010, et un GDP d'environ 2000 dollars excusez-moi, environ 2000 dollars. Et si l'on regarde en 2017, l'évolution de cette courbe, on voit que l'ensemble des pays africains connaît justement un essor avec un accès à l'électricité de plus en plus grand et des valeurs de PIB qui augmentent aussi à leur tour. Quand on regarde l'électricité générée par région en 2018, et qu'on regarde la source de cette génération d'électricité, on voit que justement le mix électrique dépend fortement des ressources disponibles, moins chères, et des choix politiques. Ce sont les trois facteurs qui définissent le choix pour la génération d'électricité. On va voir ce qui coûte le moins cher ou ce qui a la meilleure visibilité politique. Nous avons donc dans les pays membres de l'OCDE des répartitions assez variées. Dans les pays non OCDE, une plus grande part du charbon du fait de la demande forte de l'Inde et de la Chine, par exemple, mais aussi d'autres pays tels que l'Indonésie ou d'autres éléments endroits dans le monde. Quand on le regarde maintenant en Afrique subsaharienne, on voit que là, l'image est vraiment différente, avec une part importante de l'hydroélectricité qui, du fait des grandes ressources en fleuves et en réseau hydrique dans le continent, notamment au niveau du Congo et de toute cette zone de l'Afrique centrale qui a très fort potentiel hydrique, et également le gaz et le pétrole qui représentent encore une fois une part très importante de la demande. Le charbon, comme je vous disais, représente une part faible car il n'est utilisé que dans très peu de pays, notamment dans le sud de l'Afrique. Et enfin, si on regarde le Bénin, l'électricité générée vient principalement des produits pétroliers, des générateurs à pétrole et du gaz naturel, avec une part de production par solaire photovoltaïque qui est tout de même non négligeable maintenant à 3%. Au sein quand on compare maintenant la consommation, maintenant tu vas regarder la production, la consommation d'électricité dans les différents secteurs, on voit que au sein dans l'OCDE, la plupart de l'électricité est consommée dans les bâtiments, donc que ce soit dans les industries et les services, tandis que quand on regarde l'Afrique subsaharienne, on voit que cette demande se fait vraiment principalement dans le secteur résidentiel et aussi dans l'industrie. Ce qui est intéressant, c'est de comparer cela avec le Bénin, où les statistiques montrent arrivent à faire la distinction entre les bâtiments de résidentiel et de services, et où le service représente une part très forte de la demande en électricité dans le pays. Donc, une dernière fois, la vision sur l'approvisionnement et la demande en électricité. Donc, nous avons une centrale électrique à gauche avec un intrant de combustible qui nous donnera une production brute d'électricité. Donc là, ça peut être une centrale de gaz ou de pétrole ou quoi que ce soit. C'est un schéma assez générique dessus. Dans cette production brute, il y aura une part qui sera consommée par l'industrie énergétique pour subvenir à ses propres besoins. Donc, on parle de consommation propre. Et en retirant cette consommation propre de la production, on obtient la production nette qui, elle, sera envoyée soit dans les stottages hydriques, dans les chaudières, dans les pompes à chaleur, échangée, ou qui sera distribuée au réseau national. Donc, dans ces distributions réseau, on peut avoir des pertes qui sont dues à l'entretien des réseaux ou à des vols aussi qui peuvent arriver, des piratages sur le réseau. Et enfin, on arrive à la consommation finale dans le secteur résidentiel, dans les industries, dans les services, etc. Un autre élément qui est important quand on étudie justement les centrales de production d'électricité, on parle souvent de l'output, de la sortie de centrale, donc la production en kilowatts ou gigawattheure, mais il est très important aussi de collecter les informations sur les charges maximales et les capacités installées de ces centrales électriques qui permettent justement de bien voir quelle est la puissance, la capacité justement d'un pays dans quelle capacité un pays pourrait-il produire son électricité.
Donc, quand on travaille sur l'électricité, une distinction bien à faire, c'est qu'il s'agit à la fois d'une énergie primaire et secondaire dans nos bilans. Primaire dans le sens où, pour les énergies hydrauliques, solaires, éoliennes, marémotrices, souvenez-vous, ces énergies non combustibles dont nous parlions précédemment, on se focalise dans nos statistiques sur justement l'électricité en sortie de ces engins. On ne regarde pas l'énergie potentielle du barrage hydraulique ou le rayonnement reçu par le panneau solaire. On se concentre que sur l'électricité en sortie de cet engin. Donc, on parle là d'électricité primaire. Tandis qu'on va avoir une électricité secondaire issue de la combustion de ressources fossiles, principalement, ou de ressources biocarburants, et également sur le nucléaire, la géothermie et le solaire thermique, où là, on s'intéresse à la production de chaleur première de ces différentes unités, qui elle-même permettra la production d'électricité. On distingue aussi, quand on étudie les centrales, deux grands types. Les centrales dont c'est l'activité principale, donc des centrales dont le but premier est de générer l'électricité ou la chaleur pour les revendre à des parties tierces, et c'est vraiment son cœur de métier, et les autoproducteurs pour lesquels la génération de d'électricité ou de chaleur est un élément secondaire, un produit à part, un produit issu de leur activité de base, et qu'ils revendent en supplément de leur activité première. On va avoir par exemple une ferme qui récolte ces différents déchets pour utiliser pour produire du biogaz. L'activité principale de la ferme reste la production de matériel agricole, la production de ressources agricoles, et non pas d'électricité. Il s'agit d'un sous-produit de son activité. Une autre distinction que l'on fait dans les centrales, on va avoir les centrales qui produisent de l'électricité seule, donc seulement de l'électricité, qui produisent de la chaleur seule, donc des centrales thermiques pures, et une cogénération de chaleur et d'électricité, qui peut arriver notamment avec les centrales à gaz, qui ont souvent une cogénération de chaleur et d'électricité pour subvenir à leurs propres besoins également et alimenter les réseaux en chaleur. Pour revenir sur un point que j'avais soulevé précédemment sur les efficacités et transformations, nous rappelons que quand on parle en unité énergétique, les transformations sont toujours inférieures à 100% normalement. Vous devez avoir, si vous savez, cette efficacité va varier suivant les types de combustibles ou les technologies employées, mais vous aurez ici si vous rentrez 100 unités dans une centrale, vous n'aurez pas plus de 100 unités d'énergie en sortie. Vous aurez obligatoirement moins. Ici, une efficacité de 65%, par exemple. Et les pertes, en fait, sont des pertes en chaleur non utilisables. Ce serait de la part en eau du combustible ou alors des pertes du fait du fonctionnement même de la centrale électrique. Et il est important, si vous comparez bien évidemment l'entrée et la sortie, d'utiliser la même unité énergétique, que ce soit des terajoules, des calories, des kilowattheures, qu'importe, le plus important est d'avoir une cohérence dans vos données. Quelques dernières slides avant de finir rapidement. Nous avons donc quand vous parlez précédemment des capacités. Juste pour vous rappeler, ici, vous aurez des formules que vous pourrez revoir dans les supports. Pour le calcul des capacités maximales, on s'intéresse au potentiel de production maximum qui peut être fourni en sortie d'une usine, d'une centrale, avec toutes les centrales actives et au 31 décembre de l'année en question. On se focalise, c'est la définition qu'on utilise pour parler justement de cette capacité. À partir d'elle, on peut obtenir des facteurs de capacité qui vous donnent justement une mesure, un indicateur utile à vérifier sur justement l'efficacité de vos différentes technologies dans le pays. Donc, à nouveau, un élément sur la position brute et nette, mais nous l'avons déjà abordé précédemment. Et les pertes, comme je vous l'ai déjà dit, nous aurons à avoir des pertes autour de la génération de l'électricité au sein des différents générateurs et dans les réseaux de distribution, donc que ce soit dans les lignes à haute tension, dans les transformateurs ou dans les lignes à plus basse tension pour l'amener dans les secteurs résidentiels ou dans les utilisateurs finaux. Et en général, on estime qu'on s'attend à une fourchette entre 5 et 10% de pertes en transmission et distribution. Si vous avez plus, cela vient
souvent d'un état de mauvais du réseau, de perte du fait de l'état d'insalubrité du réseau, ou encore des vols effectués sur le réseau. Un dernier stade, juste pour parler d'un élément important quand on parle de l'électricité, les échanges internationaux. Car l'électricité n'est pas, comme les autres produits, un élément physique que l'on peut transporter sur un bateau ou que l'on voit passer dans un pipeline. Il s'agit d'un flux d'électrons. Il pourrait être très dur de se concentrer uniquement sur les points d'entrée et d'origine des exportations. C'est pour ça que dans le cas des exportations et importations d'électricité, on se focalise sur tout le flux qui traverse une frontière et non sur l'origine et la destination. C'est plus simple pour beaucoup de pays. Donc, nous avons le cas ici, un exemple illustré ici, où on prendra en compte en fait une réexportation de vos statistiques. Nous avons le Nigeria qui exporte une quantité d'électricité au Togo en transition par le Bénin. On imagine une ligne de haute tension qui traverserait le Bénin tout droit entre les deux pays. Imaginons. Donc, chaque pays devra rapporter, le Nigeria rapportera la quantité totale exportée au Bénin. Le Bénin rapportera cette quantité en importation et la même quantité en exportation au Togo. Et le Togo rapportera une importation depuis le Bénin. Car on considère en général que, justement, dans cette circulation entre les pays, en réalité, les pays n'ont pas des lignes bien séparées, bien distinctes entre eux. C'est un réseau continu entre les pays. Il faut justement garder réaliste. Nicolas, peut-être on peut s'arrêter ici avec la présentation, oui. On peut passer directement à l'exercice. De toute façon, ouais. C'était juste la dernière slide. Et vous aurez accès à l'enregistration et aussi à la présentation. Merci beaucoup, Nicolas. Ça, c'était beaucoup d'informations, mais très important. Donc, j'espère que vous avez eu l'opportunité d'écouter et d'essayer de comprendre comment vous pouvez mettre en place ces concepts. Mais revenons-nous maintenant à l'exercice. Pardon. On est resté à la question numéro 4. Je ne sais pas si vous voyez mon écran déjà. Oui. On avait trouvé qu'il y a un problème en 2015 par rapport à l'écart statistique. Donc, on avait bien noté ça. En 2015, il y a un écart statistique et c'est 55% de l'approvisionnement total du gaz naturel. Et maintenant, on continue avec l'exercice qui nous demande par contre de regarder un petit peu un tableau de production d'électricité où on a la production d'électricité par les différents produits, notamment le gaz naturel, où on voit la production dans les différentes années d'électricité en utilisant le gaz naturel. La question numéro 5 nous disait d'utiliser ces données de production électrique plus les données qu'on avait d'intrants dans les centrales nucléaires de gaz naturel qu'on avait calculé avant pour calculer l'efficacité énergétique de production électrique. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Comme on a vu, l'efficacité, c'est les rapports entre la sortie et l'entrée. Donc, combien d'énergie on a en sortie par rapport à l'énergie qu'on a mis dedans en entrée. Donc, c'est un indicateur de combien de pertes on va avoir aussi, inversement proportionnel à les pertes en effet. Donc, on voit ici qu'on a calculé comment la production d'électricité pour le gaz naturel divisé par le gaz naturel utilisé dans les centrales électriques, que c'est par contre reporté en terajoules. Donc, on a utilisé les facteurs de conversion de terajoules à gigawattheure, qu'on voit ici, 3.6, pour pouvoir les diviser. Donc, ça, c'est juste pour revoir qu'il faut utiliser les mêmes unités énergétiques pour pouvoir avoir une efficacité calculée de façon correcte. Si on fait ça pour toutes les années, hop, on va avoir des différentes efficacités, notamment ça peut changer d'année en année, la fonction des centrales, aussi on peut avoir de nouvelles centrales qui entrent en fonctionnement. Par contre, on avait la question numéro 6 qui nous demandait de chercher des soucis avec ces indicateurs. Et en effet, en 2015, on voit bien qu'on a une efficacité qui est relativement faible pour des centrales à gaz, mais aussi c'est relativement faible par rapport à les données historiques et aussi les données futures après 2015. Donc ici, on va se demander qu'il y a un souci. Et pourquoi il peut y avoir un souci? Comme l'efficacité, c'est un rapport entre l'entrée et les sorties, il y a un problème qui vient ou de la quantité d'électricité produite par les gaz naturels ou de la quantité reportée en intrants, soit du gaz naturel consommé par les centrales électriques. La question numéro 7 nous demandait d'essayer de corriger ces chiffres
erronée dans les statistiques, soit dans l'efficacité. Donc, on doit essayer de voir où c'est le problème. Le problème, ça peut être, en effet, comme on a dit, dans la production d'électricité, mais on voit ici que l'écart statistique de la production électrique par rapport à la demande totale d'électricité qui est donnée dans ce tableau orange est faible, c'est que 2%. Donc, peut-être la production d'électricité par rapport au gaz naturel, comme dans les autres produits, ou des autres sources, est correcte. Mais si on regarde, on se souvient bien, l'exercice numéro 4, on avait un problème très élevé en 2015, c'est la même année, par rapport à les bilans de gaz naturel. Et notamment, si on regarde les entrées dans les centrales électriques, on voit très bien qu'en 2015, la quantité elle est très élevée par rapport aux autres années. Donc, peut-être ça, c'est notre souci. La bonne pratique serait de recontacter les personnes qui ont fourni les données, par exemple les propriétaires de la centrale électrique en question ou le producteur d'électricité nationale, pour voir s'il y a une erreur dans le reporting. Mais sinon, au cas où on n'a pas d'autres informations et on veut essayer d'estimer une valeur plus correcte, on peut se dire qu'on utilise des efficacités de production électrique similaires à les autres années. Donc, on voit qu'en 2014 et après en 2016 jusqu'à 2019, on avait 35% d'efficacité. Donc, on peut utiliser la même efficacité énergétique pour calculer notre intrant. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise notre sortie d'électricité, on la divise par une efficacité de 35% et après, on divise par la conversion de gigawattheure à terajoules qu'on a fourni aussi dans l'exercice. Comme ça, on va corriger notre entrée, on va voir que notre efficacité maintenant, elle est passée de 20 à 35%, donc c'est plus correct. Mais aussi, on peut voir que notre écart statistique dans les données du gaz naturel a été corrigé. On passe de 500% maintenant à moins 2%. Donc, un souci qu'on a trouvé dans l'efficacité de la production d'électricité nous a permis aussi de corriger notre bilan du gaz naturel. L'exercice est fini maintenant, on passe à la partie des questions. Désolé, on est un peu en retard par rapport au planning, mais il y avait beaucoup à dire aujourd'hui. Je vous laisse poser des questions si vous en avez. Vous pouvez aussi prendre la parole au cas où vous avez envie de parler à tout le public pour poser votre question. Je ne sais pas, Nicolas ou Arnaud, s'il y a des questions déjà demandées qu'on peut répondre live ou s'il y a quelqu'un qui a levé la main. Pas encore de questions, on va vous laisser un petit moment. Et surtout, n'hésitez pas à nous recontacter par email si vous avez des autres questions. Aussi demain, si pendant l'après-midi, vous avez des questions sur la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez demander encore des questions. Même si demain, il y aura des autres sujets, on peut revenir sur certaines choses si c'est important. On n'a pas de questions encore pour le moment. On vous invite à les poser par la fonctionnalité Q&A, mais si vous souhaitez prendre la parole oralement, vous pouvez lever la main et on vous donne la parole également. Par ailleurs, je reprécise que ce cours a été enregistré. Le temps de créer le fichier vidéo, on va le déposer sur YouTube pour que vous puissiez y avoir accès. Et on vous enverra évidemment le lien, ainsi que les présentations qui ont été utilisées. Allez, M. Fado qui est en question. Oui, Monsieur Fado, allez-y. Je pense que vous pouvez parler.
Alors peut-être pendant que M. Fado essaye de prendre la parole, il y a une question qui était posée par écrit. Oui, alors oui, c'est pour répondre. Donc, Madame Elisabeth qui m'a redemandé de revenir sur les notions d'électricité primaire secondaire. Oui, désolé, j'ai passé rapidement sur ce point. En fait, c'est purement une question dans la méthodologie que nous utilisons, où nous commençons la mesure de l'énergie, justement. Dans le cas d'une technologie, par exemple, de l'hydraulique ou du solaire photovoltaïque, nous avons justement à l'origine, en fait, l'énergie utilisée pour la transformation et obtenir de l'électricité est soit l'énergie potentielle du fait de la hauteur de l'eau derrière le barrage par rapport à devant le barrage, ou alors les radiations d'énergie des rayonnements du soleil sur le panneau solaire. Mais ces éléments ne sont soit pas très intéressants à suivre d'un point de vue énergétique pour les différents indicateurs, ou alors trop compliqué à obtenir. Le rayonnement, par exemple, sur un panneau solaire est un élément qui est un petit peu trop compliqué à suivre vraiment en détail et à mesurer précisément. Et donc, on choisit pour ces technologies, donc l'hydraulique, le solaire photovoltaïque, l'éolien et le marémotrice, de se concentrer sur l'électricité en sortie de ces unités de production, de ces turbines, de ces panneaux. Et on parle alors d'électricité primaire, puisqu'il s'agit du premier point de mesure sur ce flux d'énergie et l'électricité obtenue à ce niveau-là. Pour les autres, on parle d'électricité secondaire parce qu'on parle là, on utilise d'abord les combustibles, que ce soit le pétrole, gaz, charbon, ou alors la production de chaleur produite dans la centrale nucléaire, dans la centrale géothermique ou dans la centrale solaire thermique. Où là, on va mesurer d'abord la chaleur produite par ces différentes unités ou le contenu d'énergie des combustibles pétroliers, gaziers, charbonneux ou des biocarburants. Et dans ce cas, la mesure d'électricité est en réalité une forme secondaire sur le flux d'énergie qu'on est en train de suivre. On a eu d'abord ces premiers combustibles, cette première production de chaleur, et ensuite, ici, à un point plus avancé sur son flux, nous avons une production d'électricité, et on parle alors d'électricité secondaire. C'est une méthodologie, c'est une convention que l'on utilise et qui est utilisée internationalement. En soi, on pourrait très bien imaginer qu'on mesurait tout uniquement en secondaire ou en primaire, mais c'est la méthodologie que nous recommandons d'utiliser car elle permet une meilleure comparaison et un meilleur suivi de notre point de vue, de notre compréhension justement du monde de l'énergie et des flux complexes que l'on va avoir par la suite. J'espère que ça a réussi à éclairer un petit peu plus cette question. Merci Nicolas. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, et même pas de mains levées. Je pense peut-être qu'on peut vous dire au revoir à demain.